Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. 1 mort et 3 blessés à Étaples dans le Pas-de-Calais. Une passerelle pour TGV s'est effondrée alors que 15 ouvriers travaillaient à son achèvement. Angoisse en Afghanistan, à 5 jours de la présidentielle. Un attentat suicide a tué au moins 7 civils ce matin. Nous rejoindrons nos envoyés spéciaux à Kaboul dans un instant. L'UMP ratisse large en vue des régionales de 2010, rapprochement avec Philippe de Villiers ou les chasseurs de CPNT. Certaines composantes de la majorité dénoncent un trop grand écart des idées. À Berlin, championnat du monde d'athlétisme, entrée en piste de la star Usain Bolt, très à l'aise dans les séries du 100 mètres. En revanche, c'est déjà fini pour le Français Christophe Lemaitre. Et puis la route de Saint-Malo est aussi celle du rock. Ce festival exigeant et pointu présente des groupes venus du monde entier jusqu'à demain soir. 15 ouvriers au total travaillaient sur le chantier quand la passerelle de travaux s'est effondrée. Une passerelle piétonne de 50 mètres de long dont la moitié s'est brisée. Un ouvrier de 57 ans a trouvé la mort, 3 autres sont blessés. L'ouvrage devait permettre le passage des TGV en gare d'Étaples dans le Pas-de-Calais. Hakim Abdelkalek, Dominique Mas. Sur les rails, 2 blocs de béton d'une vingtaine de mètres de long. La structure de ce qui devait être la nouvelle passerelle s'est effondrée en quelques secondes. Dans sa chute, elle a entraîné des ouvriers qui se trouvaient dessus ou à proximité. L'un d'eux est décédé sur place, mort écrasé par le béton. 3 autres ont été blessés, dont un grièvement. Il a été transporté par cet hélicoptère à l'hôpital. Tous ont été surpris par la vitesse de l'effondrement. J'ai démarré pour aller dans cette direction-là et j'ai vu ce pont plonger comme un château de cartes. Il est tombé d'un coup. Bah oui, vous voyez ce que ça peut faire quand ça se casse. Il y avait une personne qui était à moitié sous les plaques de béton là. Il y en avait un plus par là sur la voie de chemin de fer. Les gendarmes ont commencé leur enquête. Les auditions des témoins se sont multipliées. Ces 2 blocs de béton ont été posés cette nuit, à 4 h du matin. Au moment de la chute, une quinzaine d'ouvriers se trouvaient dans le périmètre. Défaut de construction, négligence, erreur humaine, aucune hypothèse n'est pour l'heure privilégiée. Il est encore trop tôt. Comprenez bien qu'effectivement les employés qui ont été témoins de l'accident sont encore choqués. D'ailleurs, une cellule médico-psychologique est actuellement en train de les prendre en compte. Donc exclure ou privilégier une hypothèse, je dirais 3 heures après les faits, ça semble effectivement un peu précoce. Le trafic ferroviaire entre Boulogne et Abbeville avait été suspendu ce week-end, précisément à cause des travaux. Il ne devrait pas reprendre avant une dizaine de jours. Des cars seront mis à disposition des voyageurs. Créer le chaos, c'est ce que tentent de faire les talibans à 5 jours de l'élection présidentielle en Afghanistan. Un attentat suicide a tué au moins 7 civils, il y a 91 blessés. Depuis plusieurs semaines, les forces de sécurité afghanes et étrangères tentent de protéger les zones les plus dangereuses pour que la population puisse se rendre aux urnes jeudi prochain. Dorothée Oliéric et Mathias Second sont nos envoyés spéciaux. Il y a foule dans la rue, la torche de feu qui suit l'explosion stupéfait ceux qui viennent d'échapper à l'attentat. Des corps jonchent la rue, le sang coule, les débris sont éparpillés sur les trottoirs. C'est encore la panique quand les secours arrivent. Personne ne voulait y croire, mais Kaboul est touché au cœur. J'étais en train de féliciter un collègue quand j'ai entendu un énorme bang. Les portes et les vitres ont explosé et il y a eu un énorme nuage de fumée. La déflagration a eu lieu devant le quartier général de la coalition internationale. Il y a eu des victimes de la force de l'ISAF et des civils afghans. Le quartier de Wazir Akbaran est effectivement celui des forces étrangères de l'OTAN, mais aussi des ambassades. Tous emploient des centaines d'Afghans et ce sont eux qui ont payé le plus lourd tribut dans cette attaque kamikaze. L'hôpital à proximité est débordé. On compte des dizaines de blessés et on parle de 4, 5, 6 puis 7 morts. Sur le lieu de l'attentat où le kamikaze a fait exploser son 4x4 bourré d'explosifs, les pompiers effacent au plus vite les traces. Les talibans ont très vite revendiqué l'attaque. Les talibans s'en prennent à nous, les Afghans. Ils ne nous laissent pas en paix. Ce qu'ils veulent, c'est étendre la guerre dans tout le pays. Les talibans ont juré de perturber l'élection présidentielle qui doit se dérouler jeudi prochain. Ici, tous comptent les jours et retiennent leur souffle. Et en direct de Kaboul, on retrouve notre envoyée spéciale, Dorothée Oliéric. Bonsoir Dorothée. Alors est-ce que sur place, on a le sentiment que cet attentat peut influer sur le scrutin ?
Écoutez, il faut dire déjà que les talibans sont présents sur 50% du territoire de l'Afghanistan et qu'il y a beaucoup d'attaques menées dans le sud contre les forces de la coalition et notamment du côté de Kandahar. Mais en revanche, il y a eu très peu d'attaques sur Kaboul. Il y a eu cet énorme attentat aujourd'hui et la semaine dernière, plusieurs roquettes ont été envoyées. Et en fait, il suffirait de quelques attaques comme ça pour terroriser les électeurs. Et s'il y a une faible participation, alors le scrutin sera très peu crédible. Et d'ores et déjà, on sait que 10% des bureaux de vote seront fermés pour mesures de sécurité. Alors Dorothée, vous étiez ce matin avec les militaires français. Selon eux, les talibans ont-ils la capacité d'embraser tout le pays ? Écoutez, j'étais dans une patrouille avec le 3e RIMA en Kapisa, une région dangereuse, là où 10 soldats français ont été tués l'année dernière. Et il y a deux mots d'ordre, la prudence, la sécurité, parce que la situation est extrêmement tendue. Il y a des engins artisanaux, des bombes sur leur chemin, il y a des accrochages, des tirs, et la situation est vraiment difficile pour eux. Alors, les militaires français ne pensent pas que l'embrasement soit possible, tout simplement parce qu'ils pensent que la capacité militaire des talibans est réduite et qu'ils ne pourront pas perturber totalement le scrutin. Merci Dorothée, en direct de Kaboul. Merci beaucoup. En Birmanie, Aung San Suu Kyi, condamnée mardi à 18 mois supplémentaires d'assignation à résidence, a pu rencontrer un émissaire de Barack Obama pendant 3 quarts d'heure. Le sénateur démocrate John Webb s'est également entretenu avec le chef de la junte militaire. Il a obtenu de lui la libération d'un Américain condamné à 7 ans de travaux forcés pour être entré illégalement dans la résidence surveillée de la prix Nobel de la paix. Comment percer le mystère de l'Arctic Sea? Ce cargo finlandais aurait dû arriver le 4 août en Algérie. Or, aujourd'hui, plusieurs sources le disent, dans l'océan Atlantique, après un périple difficile à reconstituer. La police finlandaise affirme ce soir qu'une rançon a été réclamée à l'armateur. Franck Genozo. Invisible, introuvable. Depuis 15 jours, l'Arctic Sea était un cargo fantôme. Hier, il aurait enfin été aperçu au large des îles du Cap-Vert, à plus de 4000 km du port où il devait livrer sa cargaison. Pour l'heure, personne ne se risque à confirmer cette position. Seule certitude, le cargo et ses 15 membres d'équipage russes font désormais l'objet d'une demande de rançon, sans qu'on en connaisse ni le montant, ni le commanditaire. Comment un navire de 4000 tonnes a-t-il pu disparaître pendant 15 jours? Le 23 juillet, il quitte la Finlande. Selon la police suédoise, le lendemain, il est victime d'une attaque en pleine mer. 10 hommes armés prennent le contrôle du bateau, le fouillent, puis quittent le bord sans rien emmener. Dans la semaine qui suit, le cargo se signale à 2 reprises aux autorités britanniques et françaises, sans problème apparent. Puis plus rien, jusqu'aux révélations de la Commission européenne hier. Le bateau aurait fait l'objet d'une 2e attaque au large du Portugal, avant de mettre le cap au sud. Avec un armateur très discret, des autorités quasi muettes et 2 attaques au compteur, le cargo alimente les spéculations. Et s'il ne transportait pas que du bois? Et s'il était lié à un règlement de compte mafieux, disent certains experts? La marine russe a lancé 5 bateaux de guerre et plusieurs sous-marins sur ses traces. L'Arctic Sea serait désormais suivi par les satellites de l'OTAN. En Chine, les pluies diluviennes qui ont accompagné le passage du typhon Morakot ont provoqué des glissements de terrain. 11 personnes ont trouvé la mort. Vous voyez sur ces images, sous la puissance des torrents de boue, des immeubles se sont effondrés. Des routes ont explosé. Dans la province du Yunnan, près de 900 personnes ont été évacuées. En Californie, l'état d'urgence est déclaré dans le comté de Santa Cruz, où un incendie fait rage depuis mercredi. 27 000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. 250 maisons sont menacées par les flammes. Les familles ont été évacuées. Fanny Stenler. La Californie, de nouveau la proie des flammes. Comme il y a 2 ans, les incendies dévorent une partie du littoral de la côte ouest des États-Unis. Le relief est accidenté, donc peu accessible, si ce n'est par la voie des airs. Au sol, 1 millier de pompiers mobilisés, mais l'incendie est particulièrement difficile à maîtriser. Le sens du vent change tout le temps. En plus, il fait très chaud et très sec. Du coup, l'incendie se propage vite et c'est plus difficile de le combattre. Plus de 2000 personnes ont déjà été évacuées par les autorités. Des précautions maximales sont prises car personne ne veut revivre le cauchemar de l'automne 2007 où des milliers de maisons avaient été détruites. Je dis au revoir à la maison où nous avons vécu en espérant que tout ira bien. Le temps presse car les flammes se rapprochent rapidement des habitations. Maintenant, on commence à avoir des fumées et on le sent dans les poumons. Selon les secours, seulement 15% de l'incendie sont actuellement maîtrisés. Des renforts sont attendus pour éviter que le sinistre ne prenne encore plus d'ampleur.
Et puis on l'a appris il y a moins d'une heure, un incendie s'est déclaré en début d'après-midi, cours Saint-Émilion, dans le 12e arrondissement de Paris. Une personne a été sérieusement brûlée, mais ses jours ne sont pas en danger. 75 pompiers venus de 10 casernes ont été mobilisés pour tenter de maîtriser ce feu. Et il y a 3 semaines, souvenez-vous, c'est le sud de la Corse qui partait en fumée, 6000 hectares de forêt et de maquis détruits. Nous sommes retournés dans le village d'Olène, où il n'y a eu ni blessés, ni dégâts matériels, mais où il faudra des années pour que le paysage redevienne ce qu'il était. Arnaud Comte, Stéphane Guillemot. Le bois calciné dégage encore une odeur prégnante aux abords du village. À Olène, la vue se perd sur ce paysage lunaire. Une forêt de cendres. Ici, 2500 hectares de végétation sont partis en fumée. Les flammes se sont arrêtées aux portes de la commune, épargnées. Vous voyez là aussi, ça a traversé complètement la route. Et les pompiers étaient dessous. Donc c'est monté à une force, le feu, c'est... 5 jours durant, pompiers et habitants livrent bataille contre le brasier. Le feu s'est monté dessus! Les Canadaires en viendront finalement à bout. 3 semaines plus tard, habitants et touristes expriment le même dégoût. C'est impressionnant. C'est dommage, quoi. C'est du gâchis. C'est un gros gâchis. C'est un gros gâchis. Ça m'étonnerait qu'ils repartent, des arbres comme ça. Jean Canarelli vit à Olène depuis 50 ans. Des incendies, Jean en a vécu d'autres. Pour lui, débroussailler autour des maisons ne suffit pas. Il faudrait qu'on puisse faire un coupe-feu en bas. Et non seulement en bas, mais même sur les crêtes, là-bas, pour empêcher le feu d'arriver. Si le feu est désormais bien éteint, sapeurs forestiers et pompiers guettent tout nouveau départ. Il est possible que des petits points chauds qu'on n'a pas vus ou qu'on ne voit pas maintenant peuvent sortir dans encore 2-3 jours avec un coup de vent ou un coup de chaleur plus forte. Il y a 26 ans, en 1983, les alentours d'Olène avaient déjà été ravagés par les flammes. Les arbres ont été replantés un à un, la forêt venait de renaître, et voilà qu'il faut tout recommencer. Je ne vois pas ce que l'on peut me reprocher 36 heures après sa suspension pour des propos racistes présumés. Paul Giraud de Langlade se défend. Une plainte a été déposée contre le préfet par un agent de sécurité de l'aéroport d'Orly. Déjà poursuivi dans le passé, il parle aujourd'hui de manipulation. On l'écoute au micro de nos confrères de France Inter. Je voulais vous dire que les comportements et les propos qu'on me fait tenir dans les médias depuis 2 jours ne sont pas les miens et ne reflètent ni la réalité ni ma personnalité. Je n'ai toujours pas eu connaissance d'une plainte et je ne vois pas ce que l'on peut me reprocher. L'hôtesse d'Air France qui m'accompagnait pour le transit à Orly entre 2 avions était indignée elle-même par le comportement de l'agent de sécurité et m'a présenté des excuses au nom de sa compagnie. Il s'agit sans doute pour moi d'une manipulation en lien avec les 2 procès qui ont été engagés à mon encontre par le MRAP et pour lesquels je vous rappelle qu'il a été débouté à 2 reprises. Ralliement en tous azimuts et crispation en cascade. Les velléités d'élargissement de l'UMP sur sa droite n'est pas du goût de tout le monde. Certes, il s'agit d'alimenter un réservoir de voix en vue des régionales de 2010, mais pas à n'importe quel prix. Aussi, le Nouveau Centre ou la gauche moderne juge durement le rapprochement avec Philippe de Villiers et les chasseurs de CPNT. Jeff Wittenberg, Anne Guillet-Épée. En politique, la chasse est ouverte toute l'année. L'UMP vient de remplir sa besace d'un gibier électoral de choix. Frédéric Nious, le patron du parti des chasseurs, et Philippe de Villiers s'allient au parti majoritaire. C'est la détonation politique de l'été. Il y a les échéances qui viennent et qui sont des échéances dans le cadre du quinquennat où il y a la droite contre la gauche. Et moi je ne fais pas comme certains autres, comme le MoDem. Je préfère m'allier à l'UMP contre Ségolène Royal que de m'allier avec Ségolène Royal contre l'UMP. Le président de Chasse, Pêche, Nature et Tradition est encore plus direct. Les régionales de 2010 approchent, il y a des places à garder et surtout à conquérir. Depuis des années, on se bat sans résultat et en se prenant des claques à chaque élection. On veut obtenir des résultats. Bon, autant discuter avec ceux qui ont le pouvoir de décision, justement. Du coup, un autre chasseur sort du bois. Opportunisme tempête une partie de CPNT entrée en dissidence. Dans l'Hérault, ces chasseurs-là iront à la pêche ou même chez l'adversaire. Vous savez, quand on est aliéné à un parti politique et qu'on se vend pour une poignée de lentilles, on ne peut pas exister longtemps. La nouvelle droite plurielle, concoctée par l'UMP, fait aussi grincer les dents de ses alliés de gauche. D'accord sur rien ou presque avec Philippe de Villiers,
L'ex-socialiste Jean-Marie Bockel ne cache pas un léger malaise. Ça n'est pas simple, ça n'est pas anodin, mais ça n'est pas impossible, à condition que chacun y mette du sien et qu'on ne se retrouve pas simplement contre le Parti socialiste, mais qu'on se retrouve pour un projet. Avec un peu de verdure, non? Pas de quoi troubler les patrons de l'UMP. La polémique, selon eux, ne passera pas l'été. Quand la gauche s'allie à l'extrême gauche, on n'en parle pas autant. Et Monsieur de Villiers, c'est pas l'extrême droite. Bien sûr, Nicolas Sarkozy est en vacances, mais ce qui se fait aujourd'hui ne lui est en rien étranger. Le rapprochement en nom des régionales préfigure pour beaucoup la préparation de la présidentielle. En ce 15 août, les catholiques du monde entier célèbrent l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie. Après avoir célébré une messe, le pape Benoît XVI a récité la prière de l'Angélus depuis le balcon de la cour intérieure du palais de Castel Gandolfo, sa résidence d'été. De nombreux lieux de France accueillent des pèlerinages, Lourdes évidemment, mais aussi Paris. Une procession exceptionnelle en bord de Seine qui accueille chaque année de plus en plus de fidèles. Et puis à Port-Carreau, petit village du Morbihan, plusieurs milliers de motards se donnent rendez-vous chaque année depuis 1979. Valérie Gagé, Vivien Roussel. Souviens-toi, sois prudent. C'est la devise du pèlerinage de Port-Carreau. Dans ce petit village breton, 20 000 irréductibles motards ont assisté au traditionnel pardon organisé depuis 30 ans. Après une messe en plein air, sous un soleil de feu, des prêtres ont béni les hommes et leurs machines. Bénis votre moto et garde votre route dans la paix et la sécurité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On était différents après sur la route. Une autre vision de la route. Je demande au Seigneur qu'il soit un bon chauffeur, un bon guide pour sa machine. Et quand même quelques gouttes pour la machine aussi. Aussi, bien sûr, oui. Mais la bénédiction n'étant pas une assurance tout risque, gare à ne pas transformer la route du retour en calvaire. Forte chaleur aussi à Lourdes, où près de 30 000 fidèles ont célébré l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie. Le pèlerinage dans la cité mariale a 136 ans d'âge, mais son succès ne se dément pas. Le pèlerinage réassocie le corps, la dimension du corps à la foi. Le pèlerinage, c'est la foi avec les pieds. Il y a beaucoup de jeunes. C'est vrai que ça surprend parce que c'est vrai, dans les églises, on n'en trouve pas beaucoup. Et finalement, dans les pèlerinages, on en rencontre de plus en plus. D'autres rassemblements ont eu lieu partout en France. Des processions, comme ici à Cambrai. Des messes, comme à Notre-Dame de la Salette, autre lieu d'apparition de la Vierge Marie. À Paris, hier soir, les prières résonnaient au fil de l'eau, sur la Seine. Des milliers de fidèles ont embarqué sur 13 bateaux-mouches, avec pour figure de proue cette statue d'argent, trésor de la cathédrale Notre-Dame. Il est 20h16 à suivre dans votre journal. Torse nu interdit. Plusieurs stations balnéaires du Sud interdisent la tenue de plage en ville. Les mondiaux d'athlétisme à Berlin, c'est fini pour le Français Christophe Lemaitre sur 100 mètres. Ça ne fait que commencer pour Usain Bolt. Et puis le très exigeant festival La Route du Rock se poursuit jusqu'à demain soir à Saint-Malo. Mais d'abord, plus de 600 km de ralentissement cumulé, 15 août chargés sur les routes de France. Amélioration en fin d'après-midi. Embouteillage très dense en vallée du Rhône et dans le sud-est. Quant aux prévisions de bison futé pour demain dimanche, ce devrait être vert, vous le voyez, dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Si vous êtes jeune, sportif, résistant au stress et enthousiaste, la commune d'Argelès dans les Pyrénées-Orientales sera ravie de vous offrir un emploi de saisonnier. Jusqu'à présent, la surveillance des plages était assurée par les CRS. Elle est désormais confiée à des étudiants. Reportage Christophe Pétro, Sylvain Doba. Départ en intervention. Un père de famille hollandais semble avoir besoin d'aide à 300 mètres au large. Il est 16 h, près de 100 000 vacanciers sur les 5 km de plage d'Argelès. Les sauveteurs sont vigilants. Je suis allé jusqu'à la bouée jaune, il y avait beaucoup de vent. Il avait un peu de mal à revenir, donc on a préféré le prendre dans le bateau et le ramener au bord, plutôt qu'il se fatigue au large. Sylvain a 23 ans et veut tenter une carrière dans le rugby. Surveiller la baignade, un emploi saisonnier de 4 mois. Je me régale, j'aime bien l'action, j'aime bien aller sur le terrain, c'est ce qui me plaît, le contact avec les gens. Une plage surveillée auparavant par des pompiers, des CRS. La commune a préféré offrir 31 emplois à des jeunes, pour la plupart originaires du département. Nous travaillions par le passé avec les CRS, qui faisaient du bon travail, la question ne se pose pas, mais leur présence était aléatoire, c'est-à-dire qu'il fallait attendre au mois de mai pour savoir s'ils pouvaient venir au mois de juin.
L'entraînement est quotidien. Âgés d'une vingtaine d'années, ils ont été sélectionnés pour leur capacité sportive et leur résistance au stress. Princesse, tramontane, on passe à gauche, on plonge à droite. On y pense. Efficace pour les sauvetages, mais un peu démunis, sur le sable, face aux incivilités, quand les CRS pouvaient verbaliser. Dès qu'on ne peut pas faire appliquer ce règlement, on est obligé de faire appel à la police municipale qui vient assez rapidement sur les lieux et qui, eux, par contre, ont le droit de verbaliser. L'activité est permanente, mais les jours les plus dangereux, ces jeunes sauveteurs ont sauvé jusqu'à 14 personnes de la noyade. Plus au sud et encore plus à l'est, chaque été, c'est la même polémique. Où commence l'impudeur? Où s'arrête la décence? Se balader torse nu ou en tenue de plage dans les rues de certaines communes du sud-est est devenu une infraction à la Grande Motte et à Aigues-Mortes. Le reportage de Julien Dupéret et Virginie Travers. Qu'il soit bien bâti ou bien portant, à la Grande Motte, pour tous les vacanciers, la même règle. Une fois la plage quittée, pas de torse nu pour les garçons, pas de maillot de bain pour les filles. Sauf que dans la rue, les récalcitrants sont légion. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est la plage, les vacances, le soleil, et puis voilà, c'est pas... Faut profiter les vacances, donc on profite et tout, et voilà. Je pense que c'est injuste parce qu'il fait chaud, et porter un t-shirt sur soi, ça fait lourd quoi. Et il fait beau, autant profiter. Profiter, d'autant plus qu'il y a 2 ans, la justice avait jugé l'interdiction superflue. Peu importe, maintien de la municipalité. Et dans le sud, elle n'est pas la seule. Cannes, Carpentras, Cap d'Agde ou encore ici, Aigues-Mortes, dans le Gard. Pour la prévention et la répression, donc on vous demande de vous rhabiller. Ok, merci. Correctement. Et c'est tous les jours que le brigadier Rousse envoie des touristes se rhabiller avec diplomatie. Je préfère quand même prévenir les gens. Et avant de verbaliser. Des PV, une menace et une réponse apportée aux commerçants, souvent à l'origine des plaintes contre les torse nus. Non, moi je les prends pas. Voilà. C'est-à-dire? Ils ne s'assoient pas chez moi. Voilà, c'est simple. Alors, si vous êtes en vacances dans le coin, une petite idée. Eh bien écoutez, le t-shirt en lui-même est à 10 € et pour 2 achetés, ils sont à 18. C'est moins cher que les 38 € d'amende et en plus, ça fait un souvenir. Directement lié au réchauffement climatique, la fonte des glaciers. Ils sont 46 000 en Chine, qui ont déjà perdu 20% de leur volume depuis 1960. À l'instar d'Urumqi, dans les montagnes Tian Shan, les monts Célestes, à 4000 mètres d'altitude. C'est lui que les chercheurs chinois observent depuis les années 50 et qui sert de base de prévision. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Pascal Golomer et Bruno Carrette. Il a neigé toute la nuit sur les montagnes célestes. Au lever du jour, l'air est limpide. Condition idéale pour que Dong Joven nous guide jusqu'au glacier Urumqi numéro 1, à 3800 mètres d'altitude. Comme ses aînés le font depuis 50 ans, il observe l'évolution de ce glacier et le constat est hélas alarmant. Sa superficie a diminué de près de 15%. Chaque année, il recule de 3 ou 4 mètres, victime lui aussi du changement climatique. Depuis 1959, la moyenne annuelle des températures dans cette zone a augmenté de 0,73 degrés. Cela suffit pour que le glacier, qui est très sensible aux moindres changements, fonde plus vite que par le passé. Pendant cette période, le glacier a bien changé. Dans les années 50, il ne formait qu'un bloc. Dans les années 80, la fonte s'est accélérée et en 93, le bloc s'est finalement séparé en 2 parties. La température du glacier elle-même augmente et précipite encore un peu plus sa disparition. Quelques centaines de mètres plus bas, les chercheurs ont bâti une petite station d'observation qui fonctionne 6 mois par an, quand il ne fait pas trop froid. Ils ont pour voisins une dizaine de familles qui montent chaque été de la vallée pour offrir à leurs bêtes de meilleurs pâturages. Ils ne sont pas chercheurs, mais eux aussi ont bien remarqué que tout avait changé. Quand j'étais gamin, je venais déjà ici. Je faisais quelques pas et je pouvais marcher sur le glacier. Maintenant, il faut aller beaucoup plus haut. Le temps se couvre. Il va encore neiger. Pas de quoi changer les habitudes de Ma Ying-hui. Tous les jours à midi, il part faire ses relevés. Cette neige n'a rien d'inattendu. Au Xinjiang, c'est en été qu'il fait le plus humide. Mais cela ne suffit pas pour compenser la hausse du thermomètre. Les mesures sont formelles. Il coule de plus en plus d'eau venant du glacier, classé aujourd'hui zone protégée. Une protection
dérisoire. La zone est fermée aux touristes pour préserver cette source d'eau précieuse. Parce que les voitures et les gens qui viennent visiter, ça apporte de la chaleur. Et ce n'est pas bon pour le glacier. Si dans la région, la température continue de s'élever au même rythme dans les 50 prochaines années, le glacier numéro 1 et tous ceux qui l'entourent auront complètement fondu. Dans un premier temps, cela apporte de l'eau en abondance pour tous les habitants qui vivent au pied des montagnes. Mais les scientifiques prédisent un avenir bien sombre. Dans les zones les plus arides, les glaciers peuvent représenter jusqu'aux 2/3 de l'approvisionnement en eau. Alors vous imaginez l'impact de leur disparition sur l'écosystème et sur la vie des habitants. Les chercheurs veulent croire en un autre scénario, une stabilisation des températures. Celle-ci permettrait de sauver 10% du glacier. 10% seulement. Pour le reste, il est trop tard. Le mal est déjà fait. À Berlin, Usain Bolt est entré de pleine foulée dans les championnats du monde d'athlétisme. Le Jamaïcain ne s'est pas fait souffrir pour franchir sans problème le deuxième tour du 100 mètres. Manuel Tissier, Yann Moine. À chacun son style pour lancer le duel de l'année. Usain Bolt exubérant dès son entrée sur le stade d'échauffement. Tyson Gay appliqué, sérieux, ennuyeux, dit-il lui-même. L'Américain contre le Jamaïcain, c'est l'eau et le feu en ouverture des mondiaux. Et au milieu, Christophe Lemaître, 19 ans, à la découverte de l'univers des rois du sprint. Le spectacle peut commencer. Je pense que l'athlétisme a besoin de duels, de bagarres, et non pas que de records. Il y en a marre des records. Mais pour le jeune Français, la marche est un peu haute. Le junior d'Aix-les-Bains est éliminé en quart de finale. Faux départ et vraie leçon. C'était un apprentissage très dur, voire très dur à avaler même, mais bon tant pis, je pense que ça passera avec le temps. Côté terreur de la piste, les choses sérieuses commencent. Tyson Gay a remporté son quart de finale. La température monte et les chronos descendent, 9,98 pour l'Américain. Bolt, lui, a choisi une autre manière d'envoyer un message à ses adversaires. À 20 mètres de la ligne, le triple champion olympique coupe son effort et échange quelques amabilités avec son voisin de couloir. Un sourire pour finir, Bolt prend la deuxième place de sa série. La grande explication est pour demain soir. Et oui, parce que les demi-finales et la finale sont à suivre sur France Télévisions, respectivement à 18h20 sur France 2 et 21h30 sur France 3. Ne manquez pas le rendez-vous. Connaissez-vous le VRV, vol relatif vertical? Je vous le donne en mille, c'est une discipline extrême qui vient des États-Unis. Des équipes de 5 compétiteurs qui tombent en chute libre à 300 km/h. Un système de points sanctionne leurs performances qui doivent être validées grâce à la vidéo. Marc-Antoine de Porrette, Mathieu Renier. Recommencer encore et encore les mêmes gestes pour atteindre la perfection. Ces hommes ne sont pas en train de répéter la nouvelle danse de l'été. Ils pratiquent un sport extrême, le vol relatif vertical. Le VRV regroupe toutes les disciplines les plus pointues de la chute libre. Né aux États-Unis il y a 3 ans, il n'existe pour l'instant qu'une seule équipe en France, les Team for Speed. On enchaîne des figures à 4 performeurs et on a un vidéoman qui est chargé de filmer ces figures et de les ramener pour être jugé. La technique de vol a vraiment progressé dans le monde depuis qu'il y a ces fameuses souffleries. Les parachutistes l'appellent le tunnel. Ces souffleries verticales propulsent de l'air au niveau du sol pour recréer les sensations de vol. Plus besoin de prendre l'avion ou de replier son parachute. Les performeurs ont ainsi considérablement augmenté leur temps d'entraînement. Après les répétitions, l'équipe se prépare en conditions réelles. Concentrée, ils visualisent mentalement les figures avant le grand saut. Rendez-vous à 4200 mètres d'altitude. À peine sorti de l'avion, le chronomètre se met en marche 35 secondes pour effectuer un maximum de figures. La vitesse avoisine les 300 km/h. On a fait un premier saut, on va le doubler, en fait on refait le même. Et puis on va essayer de corriger 2-3 erreurs en fait, pour peaufiner tout ça, voilà.
À peine au sol, un changement de parachute et c'est reparti. Le rythme est impressionnant, jusqu'à 12 sauts par jour. Un seul objectif, être prêt pour la Coupe du Monde fin août en République tchèque et peut-être voler la vedette aux Américains. 19e édition de la Route du Rock. Jusqu'à demain soir, des groupes venus du monde entier se succèdent à Saint-Malo. Une programmation ambitieuse pour un rendez-vous exigeant malgré des difficultés financières. Abdel Mostefa, Tristan Lebras. Pour la Route du Rock, prendre la vieille ville, passer les remparts, se poser sur la plage et planer face à la mer. Au milieu des vacanciers, le festivalier rocker se repère facilement. Plus habillé que les autres, beaucoup plus attentif aussi, car la Route du Rock, c'est... Pour les connaisseurs, quoi. Tous les ans, ouais. C'est quelque chose qu'on attend. S'il fallait la décrire, cette route du rock, ce serait quoi, une départementale, les chemins de traverse, une autoroute? Ce serait une très très jolie route, en fait, une route assez exceptionnelle qu'on parcourt rarement, et voilà, je crois que ce serait ça, en fait. En fin d'après-midi, prendre la départementale 74 et s'enfoncer dans les terres. À 12 km de Saint-Malo, le site principal de la Route du Rock. Sur scène, des groupes anglo-saxons au nom improbable. En version française, il s'appelle Chasseurs de Daims, un endroit pour enterrer les étrangers ou encore Tortue. Une programmation pointue qui fait la renommée du festival. On va jamais trouver un groupe pour faire du racolage et équilibrer économiquement le festival. On préfère prendre un risque économique et avoir une programmation, je dirais, vierge de tout compromis idiot. Revers de la médaille, sans grosse tête d'affiche populaire, l'économie du festival est des plus fragiles. La Route du Rock est belle, mais dangereuse. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. 1 mort et 3 blessés à Étaples dans le Pas-de-Calais. Des ouvriers qui travaillaient à la finalisation d'une passerelle piétonne de 50 mètres de long. Quand celle-ci s'est effondrée, l'ouvrage devait permettre le passage des TGV. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo avec Isabelle Martinet. 20h35, Fort Boyard, votre jeu de l'été. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Excellente soirée à tous sur France 2. Merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.